Le silence dans la salle d'audience était si dense qu'il semblait aspirer l'air des poumons. Naomi Lewis, 11 ans, se tenait debout dans l'allée centrale du tribunal, les mains tremblantes serrant une chemise cartonnée brune usée. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Le juge Harrison l'observait par-dessus ses lunettes de lecture, le front plissé. Les avocats tournèrent la tête. Le procureur laissa tomber son stylo sur la table. Même l'huissier cessa de griffonner ses notes. « Votre honneur ». La voix de Naomi était plus faible qu'elle ne l'aurait voulu, mais elle résonna tout de même contre les murs lambrissés de bois sombre. « Mon père est innocent, et je peux le prouver. » Son père, James Lewis, assis entre deux gardes en uniforme sur le banc des accusés, ouvrit grand les yeux. Il portait un costume gris élimé qui ne lui allait plus très bien, les manches légèrement trop courtes. Son visage, habituellement calme et plein de vie, était pâle et fatigué. De profondes cernes marquaient ses yeux. Lorsque leurs regards se croisèrent, James secoua frénétiquement la tête, essayant de lui faire signe de sortir. Mais Naomi ne bougea pas. Le juge Harrison se pencha en avant, les coudes appuyés sur son pupitre surélevé. C'était un homme d'âge mûr aux cheveux gris soigneusement peignés en arrière, avec une expression oscillant entre la surprise et l'irritation. « Jeune fille, ceci n'est pas un endroit pour que des enfants jouent aux détectives, » dit-il d'une voix grave qui résonna dans la salle. « Votre père a une représentation légale adéquate. Maintenant, asseyez-vous, s'il vous plaît, ou vous serez escorté dehors. » « Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois. » Naomi fit un pas en avant, serrant la chemise contre sa poitrine. Ses avocats ne croient pas en lui. Personne n'y croit. Mais j'ai ici de véritables preuves. Des preuves qui changent tout. L'avocat de la défense, un homme corpulent en costume bleu marine nommé Ronald Pierce, se leva précipitamment. « Votre honneur, je m'excuse pour cette interruption. » La jeune fille est émotionnellement bouleversée. Elle ne comprend pas les procédures légales. Je demande qu'elle soit immédiatement retirée de la salle. Naomi sentit la colère lui monter à la gorge. Émotionnellement bouleversée. Comme si ses émotions invalidaient son intelligence. Comme si l'amour qu'elle portait à son père la rendait incapable de penser clairement. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait vu sur le visage des professeurs à l'école, chez les voisins qui détournaient les yeux lorsqu'elle passait, chez les policiers qui avaient menotté son père 3 semaines plus tôt. « Je comprends très bien ce qui se passe ici, » dit-elle, et cette fois sa voix fut ferme. « Je comprends que mon père est accusé d'avoir volé 50 000 $ à l'entreprise qu'il a aidé à construire. Je comprends que M. Vincent Crane a dit à la police que mon père avait retiré l'argent du compte sans autorisation. Et je comprends que tout le monde ici a déjà décidé qu'il est coupable avant même d'avoir vu les véritables preuves. » Un murmure parcourut la salle. La procureure, une femme aux cheveux noirs tirés en un chignon serré, pinça les lèvres. Vincent Crane, assis au premier rang du côté de l'accusation, croisa les bras sur sa poitrine. C'était un homme grand, aux épaules larges, vêtu d'un costume impeccablement taillé qui valait probablement plus que 3 mois de loyer de la famille Lewis. Son visage affichait une neutralité soigneusement calculée, mais Naomi vit quelque chose briller dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Le juge Harrison frappa son marteau une fois. Silence. « Jeune Lewis, ce tribunal apprécie votre loyauté envers votre père, mais vous ne pouvez pas simplement interrompre un procès. Il existe des règles et des protocoles. » « Alors changez les règles, » dit Naomi, regrettant aussitôt le ton de défi. Elle inspira profondément, essayant de calmer le tremblement de ses mains. « S'il vous plaît, votre honneur. Je ne demande que 5 minutes. 5 minutes pour montrer ce que j'ai découvert. Si après cela vous pensez que cela ne vaut rien, je partirai et ne reviendrai jamais. Mais si j'ai raison... » Elle fit une pause, regardant directement le juge. « Si j'ai raison, un homme innocent n'ira pas en prison. » Le silence retomba sur la salle. James Lewis avait des larmes coulant sur le visage. Il n'essayait plus de faire partir Naomi. Il la regardait simplement, mêlant fierté et terreur. Le juge Harrison observa Naomi longuement. Elle pouvait voir la guerre qui se livrait derrière ses yeux fatigués. Procédure contre justice. Protocole contre vérité. Mais comment Naomi en était-elle arrivée là? Comment une fille de 11 ans s'était-elle retrouvée au milieu d'un tribunal, tenant des documents capables de changer le destin de son père? L'histoire avait commencé 3 semaines plus tôt, un matin ordinaire qui s'était transformé en cauchemar. Naomi était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner lorsqu'elle entendit frapper à la porte. Il était 6h30 du matin. James descendit les escaliers en pyjama, le visage encore marqué par le sommeil. Lorsqu'il ouvrit la porte, 4 policiers entrèrent comme une vague. « James Lewis, vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié, » dit le détective en tête,
sortant des menottes de sa ceinture. « Vous avez le droit de garder le silence. » Le reste des mots se perdit dans un bourdonnement aux oreilles de Naomi. Elle vit son père être menotté. Elle vit la confusion et le choc sur son visage. Elle vit les voisins se rassembler aux fenêtres, observant le spectacle. « Papa !» cria-t-elle en courant vers lui. « Tout va bien, Naomi », dit James, mais sa voix tremblait. « C'est une erreur. Juste une erreur. Tout va s'arranger. » Mais rien ne s'arrangea. James fut emmené au commissariat. Vincent Crane, son associé depuis 5 ans, avait déposé une plainte formelle l'accusant d'avoir détourné 50 000 $ du compte professionnel de l'entreprise. Il y avait des relevés bancaires. Il y avait un formulaire de retrait avec la signature de James. Il y avait le témoignage d'un employé de la banque. Naomi alla vivre temporairement chez sa tante Hélène pendant que son père attendait son procès. L'école devint un enfer. Les enfants chuchotaient sur son passage. Fille de voleur, quelqu'un avait griffonné sur son casier. Les professeurs la regardaient avec pitié, ce qui, d'une certaine manière, était pire que le jugement. Mais Naomi connaissait son père. Elle connaissait l'homme qui travaillait 12 heures par jour pour qu'elle ait des vêtements propres et de la nourriture sur la table. L'homme qui n'oubliait jamais de lui demander comment s'était passée sa journée, qui l'aidait à faire ses devoirs de mathématiques même après une journée épuisante sur le chantier. L'homme qui avait pleuré à la mort de sa mère et promis qu'ils surmonteraient tout ensemble. Cet homme-là n'était pas un voleur. Alors Naomi commença à chercher. Au début, elle ne savait pas ce qu'elle cherchait. Elle fouilla simplement dans les documents que la police avait rendus, lut chaque papier, chaque reçu, chaque email imprimé. Et peu à peu, pièce par pièce, un tableau différent se dessina. Un tableau qui montrait non pas la culpabilité de son père, mais la trahison d'un autre. De retour au tribunal, elle attendait maintenant la décision du juge. Chaque seconde semblait durer une éternité. Finalement, le juge Harrison poussa un profond soupir et remit ses lunettes en place. Il regarda Naomi, puis James, puis Vincent Crane. Quand il parla, sa voix était soigneusement mesurée. C'est une situation hautement irrégulière. Cela va à l'encontre de toutes les procédures standards de ce tribunal. Mais, il fit une pause, et Naomi retint son souffle. La justice ne peut être rendue si nous restons si rigides face aux règles que nous fermons les yeux sur la vérité potentielle. Mademoiselle Lewis, vous aurez vos 5 minutes. Utilisez-les avec sagesse. Naomi sentit ses jambes presque céder de soulagement. Elle entendit son père pousser un soupir tremblant derrière elle. Elle vit la stupeur sur le visage de l'avocat Pierce. Et, pour la première fois, elle vit une fissure dans la façade confiante de Vincent Crane. Si cette histoire de courage et de détermination vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir la suite. Contre toute logique du système judiciaire, je vais vous permettre de parler. 5 minutes. Pas une seconde de plus. Mais sachez que cela est extrêmement irrégulier. Le procureur se leva immédiatement. Votre honneur, c'est absurde. Un enfant n'a pas la qualification pour présenter des preuves. Elle n'a pas prêté serment, n'a pas de connaissances juridiques, et ne devrait certainement pas manipuler de possibles preuves sans supervision appropriée. Objection notée, procureur Davis, répondit le juge sèchement. Mais ce tribunal a toujours eu pour priorité la recherche de la vérité, et pas seulement le respect des formalités. Continuez, mademoiselle Lewis. Et choisissez vos mots avec soin. Naomi s'avança vers l'avant de la salle avec des pas qui essayaient de paraître plus confiants qu'elle ne se sentait réellement. Ses jambes semblaient faites de gelée. Elle ouvrit la chemise brune et sortit le premier document, une feuille imprimée avec des chiffres et des dates. Voici le relevé bancaire de l'entreprise Lewis et Crane Construction, commença-t-elle, levant le papier pour que tous puissent voir. Le 15 mars, à 14h43, quelqu'un a retiré 50 000 $ du compte commercial. La transaction a été effectuée en personne à l'agence bancaire de la rue principale. Vincent Crane se pencha pour chuchoter quelque chose à l'oreille de la procureure Davis. Elle hocha la tête et prit quelques notes. « Tout le monde ici sait déjà cela », interrompit l'avocat de la défense Pierce, semblant impatient. « C'est exactement le point central de l'accusation. »« Je sais, » dit Naomi, gardant son calme. « Mais ce que personne n'a vraiment enquêté, c'est que mon père n'aurait pas pu faire ce retrait. Il était avec moi à ce moment précis. » Elle posa le relevé sur la table du juge et prit un autre document de la chemise. « Voici l'agenda de l'école Riverside Elementary. Le 15 mars, à 14h30, il y avait une réunion obligatoire parents-enseignants. Mon père y était. La professeure Miller peut le confirmer. Il est arrivé à 14h15 et n'est parti qu'à 15h20. » Le juge Harrison prit le papier et l'examina attentivement. Son front se plissa davantage.
L'école se trouve à 25 minutes de la banque, continua Naomi, sentant une lueur d'espoir en voyant l'intérêt réel sur le visage du juge. Il est physiquement impossible que mon père ait quitté la Réunion, conduit jusqu'à la banque, effectué le retrait à 14h43 et soit revenu à temps pour la fin de la réunion. C'est impossible. Un murmure monta parmi les rares personnes présentes dans la galerie. James Lewis se redressa sur sa chaise, les yeux écarquillés. C'était la première fois en semaine que Naomi voyait un semblant d'espoir sur son visage. La procureure Davis se leva de nouveau, cette fois avec une expression plus calculée. « Votre honneur, bien que le dévouement de la jeune fille soit admirable, cet alibi supposé a déjà été considéré par l'accusation. Le prévenu aurait facilement pu envoyer quelqu'un à sa place pour effectuer le retrait. » « Mais la signature, » dit Naomi rapidement, sortant un autre document de la chemise. La banque exigeait une signature pour libérer un montant aussi élevé. Et la signature sur le formulaire de retrait. Elle fit une pause dramatique, regardant directement Vincent Crane. La signature est incorrecte. Pour la première fois, elle vit une fissure dans le masque de calme de Crane. Ses yeux se plissèrent légèrement et il décroisa les bras. Mon père signe toujours avec un grand J bien arrondi. C'est un peu sa marque. Mais la signature sur le formulaire bancaire a un J complètement différent. Petit et anguleux. N'importe quel expert en graphologie confirmera que ce n'est pas la sienne. Le juge Harrison tendit la main. « Laissez-moi voir cela. » Naomi remit le formulaire de retrait ainsi qu'une collection d'autres documents que son père avait signés au fil des ans. Contrats, reçus, même des tickets de supermarché. Le juge mit tout côte à côte sur son bureau, comparant attentivement. « Il y a une différence notable, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour la salle. Vincent Crane se leva enfin. Il avait une stature imposante et une présence qui remplissait l'espace. Lorsqu'il parla, sa voix était douce et contrôlée, presque paternelle. « Mademoiselle Lewis, je comprends votre désespoir de défendre votre père. Toute fille ferait de même. Mais vous vous accrochez à des détails insignifiants. Les gens varient leur signature tout le temps, surtout lorsqu'ils sont nerveux ou pressés. James s'était probablement agité en retirant une telle somme. Cela expliquerait la différence dans l'écriture. « Alors pourquoi était-il nerveux ?» répliqua Naomi, se tournant pour le regarder directement. S'il avait prévu de voler l'argent, pourquoi serait-il nerveux? Et pourquoi le faire en plein jour, à l'heure où il devait être à une réunion scolaire documentée? Crane sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Les criminels n'agissent pas toujours logiquement, ma chère. La peur et la cupidité les poussent à faire des erreurs. Mon père n'est pas un criminel, dit Naomi, et sa voix trembla pour la première fois. Elle sentit les larmes menacées de couler, mais cligna des yeux pour les chasser. Pas maintenant. Pas devant eux tous. Il a travaillé à ses côtés pendant 5 ans. Ils ont construit cette entreprise ensemble depuis zéro. Pourquoi volerait-il quelque chose qu'il a lui-même aidé à créer? Peut-être parce qu'il pensait mériter une plus grande part, dit Crane, haussant les épaules avec une indifférence étudiée. Peut-être parce qu'il avait des dettes. Peut-être simplement parce qu'il a vu une opportunité et en a profité. Nous n'avons pas de dettes, dit Naomi fermement. Nous vivons simplement, mais nous payons toujours nos factures à temps. Et mon père ne s'est jamais plaint du partage des bénéfices de l'entreprise. Crane fit un pas vers elle, et Naomi se rendit compte de sa grande taille. Comme son ombre semblait l'engloutir. Mais elle ne recula pas. « Tu n'es qu'une enfant, » dit-il, et il y avait quelque chose de cruel dans la douceur forcée de sa voix. Il y a des choses sur les adultes, sur les affaires et l'argent, que tu ne peux tout simplement pas comprendre pour l'instant. Ton père était sous pression. Il a fait une erreur. La meilleure chose que tu puisses faire maintenant est de l'accepter et de passer à autre chose. Naomi regarda cet homme, avec son costume cher et sa posture parfaite, et soudain tout prit sens. La façon dont il regardait son père au tribunal. La satisfaction à peine dissimulée dans ses yeux. La manière dont il parlait de James comme s'il était un objet jetable. 3 semaines avant le procès, Naomi était assise par terre dans le petit bureau de la maison, entourée de piles de papiers appartenant à son père. Tante Hélène était sortie travailler, la laissant seule dans l'appartement qu'elle partageait désormais avec elle depuis l'incarcération de James. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre, illuminant la poussière flottant dans l'air. Elle ne devait pas être là. Sa tante avait été claire à ce sujet. « Laisse les avocats s'occuper de ça, Naomi. Tu es bien trop jeune pour porter ce fardeau. » Mais Naomi ne pouvait pas simplement attendre. Elle ne pouvait pas rester passive pendant que son père dépérissait dans une cellule pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Les documents étaient rangés dans des cartons que la police avait rendus après avoir perquisitionné la maison. Contrat de l'entreprise, relevés bancaires, reçus de matériaux de construction, emails imprimés.
Tout semblait trop normal. Trop banal. Rien qui criait « preuve d'innocence ». Naomi prit un dossier étiqueté « Correspondance 2024 » et commença à le feuilleter. Lettres de clients remerciant pour le travail accompli. Devis envoyés et approuvés. Factures payées. Son père avait toujours été méticuleux avec la paperasse. La documentation, c'est de la protection, disait-il en rangeant les reçus sur la table de la cuisine. C'est alors qu'elle vit un email imprimé, daté de 2 mois avant l'accusation. L'expéditeur était Vincent Crane. James, nous devons parler de la direction de l'entreprise. J'ai reçu des offres d'investisseurs intéressés par ma part. Je pense qu'il est temps de dissoudre la société. Je dois récupérer mon investissement initial. Organisons une réunion la semaine prochaine pour discuter des détails. Naomi lut l'email 3 fois. Son cœur commença à s'accélérer. Crane voulait dissoudre la société. Il voulait récupérer son argent. Et soudain, 2 semaines après cet email, 50 000 $ disparaissaient du compte de l'entreprise. Elle chercha frénétiquement d'autres correspondances. Il y en avait une autre, une réponse de James. « Vincent, je comprends ta position, mais je pense qu'il est prématuré de tout dissoudre maintenant. Nous avons 3 gros projets confirmés pour les mois à venir. Si tu as besoin d'argent, nous pouvons discuter d'une avance sur les bénéfices futurs. Nous n'allons pas jeter 5 années de travail par impulsion. » Naomi serra les 2 emails contre sa poitrine. C'était important. Cela devait l'être. Crane voulait quitter l'entreprise, et d'une manière ou d'une autre, cela était lié à la disparition de l'argent. Elle continua à fouiller, plus énergisée maintenant. Elle trouva des relevés bancaires détaillés de l'entreprise. Elle passa ses doigts sur les lignes de chiffres, cherchant quoi que ce soit d'inhabituel. Dépôt, retrait, paiement aux fournisseurs. Tout semblait en ordre jusqu'au mois de mars. Et puis elle vit. Une semaine avant le vol, il y avait un retrait de 5 000 $ du compte personnel de Crane, marqué comme avance sur salaire. Et un autre, 2 jours plus tard, de 3 000 $. Des retraits inhabituels pour quelqu'un qui était censé être financièrement à l'aise. Naomi prit un carnet et commença à prendre des notes. Date. Montant. Séquence d'événements. Elle dessina une chronologie sur la page, reliant les points comme elle l'avait vu dans des émissions d'enquête à la télévision. Février. Crane envoie un email pour dissoudre la société. Février. James refuse, propose des alternatives. Mars. Retraits inhabituels du compte personnel de Crane. Mars. 50 000 $ disparaissent du compte de l'entreprise pendant la réunion scolaire de James. Mars. Crane accuse James du vol. Plus elle regardait la chronologie, plus c'était évident. Crane avait besoin d'argent. Crane voulait quitter l'entreprise. Et lorsque James ne fut pas d'accord pour tout dissoudre, Crane trouva une autre manière de récupérer son investissement. Mais prouver cela était une autre histoire. Naomi passa les jours suivants à travailler en secret. Le matin, elle allait à l'école et faisait semblant de suivre les cours tandis que son esprit bouillonnait de questions. Comment Crane avait-il pu effectuer le retrait? Pourquoi la banque avait-elle permis cela? Qui avait réellement signé ce formulaire? L'après-midi, après que tante Hélène soit partie pour son service de nuit à l'hôpital, Naomi retournait aux documents. Elle apprit à lire les relevés bancaires, à comprendre les termes légaux, à identifier les incohérences. L'ordinateur ancien qu'elle partageait avec sa tante devint son outil de recherche. Elle enquêta sur la falsification de signatures, les procédures bancaires, les lois sur les sociétés. Une nuit, elle trouva quelque chose de crucial dans les registres bancaires. Le formulaire de retrait avait été traité par un employé spécifique. Un homme nommé Derek Moss. Naomi nota le nom. Elle découvrit également que la banque disposait de caméras de sécurité. Les enregistrements étaient conservés pendant 90 jours. Le vol avait eu lieu il y a seulement 26 jours. Les images existaient encore. Mais comment une fille de 11 ans pourrait-elle accéder aux enregistrements de sécurité de la banque? Naomi passa des heures à réfléchir. Elle ne pouvait pas simplement entrer dans la banque et demander à voir les caméras. Elle n'avait aucune autorité légale. Pas non plus d'argent pour engager des détectives privés. Son avocat n'aiderait certainement pas, il avait déjà fait savoir qu'il considérait l'affaire comme perdue. C'est la professeure Miller qui, sans le savoir, lui donna la solution. « Naomi, tu sembles distraite ces derniers temps, » dit la professeure après le cours, posant une main douce sur son épaule. « Je sais que les choses sont difficiles à la maison. Si tu as besoin de parler, je suis là. » Professeur Miller, dit Naomi impulsivement. Vous souvenez-vous de cette réunion de parents en mars? Quand mon père est venu discuter de mes résultats en mathématiques. Bien sûr que je m'en souviens. Ton père est toujours si présent.
Nous discutions de tes notes et des possibilités de tutorat. Vous vous souvenez de l'heure exacte? Genre, quand il est arrivé et quand il est parti. La professeure Miller inclina la tête, pensivement. Eh bien, je tiens des registres détaillés de toutes les réunions. Laisse-moi vérifier. Elle se rendit à son bureau et ouvrit un fichier sur l'ordinateur. Voilà. James Lewis. Arrivé à 14h15, départ à 15h22. Je note tout parce que parfois les parents essaient de reprogrammer et j'ai besoin de savoir quels horaires sont disponibles. Pourriez-vous me donner une copie de cela? Demanda Naomi, essayant de ne pas paraître trop impatiente. Pourquoi faire, ma chère? Naomi hésita, puis décida d'être honnête. Pour prouver que mon père n'a pas volé cet argent. L'expression de la professeure Miller changea. Surprise, puis compréhension, et enfin détermination. Bien sûr que je peux. Et Naomi? Elle prit les mains de la fille. Si tu as besoin que je témoigne, je serai là. Avec le registre de la professeure en main, Naomi sentit une nouvelle vague de. Mais il manquait encore la pièce la plus importante. Les enregistrements de la banque. Naomi savait qu'elle ne pourrait pas obtenir cela seule. Alors elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Elle appela le bureau de la procureure Davis et demanda à lui parler. « Mademoiselle Davis », dit-elle lorsqu'elle réussit enfin à passer son appel. « Je m'appelle Naomi Lewis. Mon père est James Lewis, l'homme accusé d'avoir volé à Lewis et Crane Construction. J'ai des preuves que vous devez voir. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Naomi, tu devrais parler à l'avocat de ton père, pas à moi. Il ne croit pas en mon père. Mais vous êtes procureur. Vous cherchez la vérité, n'est-ce pas? Pas seulement des condamnations? » Une autre pause, plus longue cette fois. « Que as-tu » Naomi raconta tout. Les emails, la chronologie, les retraits suspects de Crane, l'alibi parfait de son père, la professeure prête à témoigner. Puis elle demanda ce qu'elle voulait, l'accès aux enregistrements de sécurité de la banque. « C'est irrégulier, » dit Davis, mais sa voix avait changé. Il y avait de l'intérêt là-dedans. Mais je vais enquêter. S'il y a quelque chose dans ces enregistrements, nous devons voir. Et il y en avait. Lorsque Davis obtint enfin l'ordonnance judiciaire pour accéder aux caméras de la banque, ce qu'elle trouva changea tout. De retour au tribunal, Naomi tenait le dernier document entre ses mains tremblantes. C'était le coup final. « Votre honneur, » dit-elle, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Je veux montrer quelque chose que la procureure Davis a pu accéder après que je lui ai parlé. Les enregistrements de sécurité de la banque. » Vincent Crane se raidit sur son siège. Pour la première fois, Naomi vit une vraie peur dans ses yeux. Le juge Harrison fit signe à l'huissier, qui installa un moniteur vidéo dans la salle. La procureure Davis, qui était restée silencieuse jusqu'ici, se leva. « Votre honneur, après enquête supplémentaire motivée par les allégations de mademoiselle Lewis, le parquet doit revoir sa position dans cette affaire. Les preuves que nous allons présenter soulèvent de sérieux doutes sur la culpabilité du prévenu. » Un choc parcourut la salle. L'avocat Pierce regarda Davis comme si elle avait fait pousser une deuxième tête. James Lewis s'agrippa à la table devant lui, incapable de comprendre ce qu'il entendait. La vidéo commença à jouer. L'écran montrait l'intérieur de la banque, filmé depuis un angle élevé. La date et l'heure apparaissaient dans le coin. 15 mars, 14h43. Une silhouette masculine entrait par la porte principale. Grande, aux épaules larges, portant une casquette de baseball qui obscurcissait partiellement son visage. Mais pas assez. « Ce n'est pas mon père, » dit Naomi, pointant l'écran. « Mon père mesure 1,75 m. Cet homme mesure au moins 1,90 m. Comme Monsieur Crane. » Elle regarda Vincent Crane directement. L'homme sur la vidéo s'approcha d'un guichet, parla brièvement, puis fut conduit dans une zone privée. La caméra ne montrait pas ce qui se passait là, mais 7 minutes plus tard, il sortait en portant une mallette noire. « Caméra 2, » dit Davis, et l'image changea. On voyait le parking. L'homme entra dans un SUV noir et partit. Mais pendant une brève seconde, en ouvrant la portière, la casquette glissa, et son visage devint clairement visible. Vincent Crane. Le silence dans le tribunal était absolu. Tous les regards se tournèrent vers Crane, qui était devenu complètement pâle. Mais cela ne prouve rien, balbutia-t-il en se levant brusquement. J'avais l'autorisation d'accéder au compte. C'était aussi mon argent. Alors pourquoi mentir ? Demanda Naomi, et sa voix était désormais ferme, forte. Pourquoi dire à la police que c'était mon père? Pourquoi falsifier sa signature sur le formulaire de retrait si vous aviez tous les droits de prendre l'argent?
Crane ouvrit et ferma la bouche, cherchant des mots qui ne venaient pas. « Je vais vous dire pourquoi, » continua Naomi. « Parce que vous étiez endetté. Parce que vous aviez besoin de cet argent, mais ne vouliez pas que mon père le sache. Parce que s'il découvrait que vous aviez des problèmes financiers, il n'aurait jamais accepté de dissoudre l'entreprise. Alors vous avez élaboré un plan. Vous avez pris l'argent, falsifié la signature de mon père, et l'avez accusé du vol. Ainsi, vous gardiez l'argent et vous débarrassiez de l'associé qui se trouvait sur votre chemin. C'est ridicule, cria Crane, mais sa voix était aiguë, désespérée. Tu es un enfant. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors explique l'email, dit Naomi, prenant un autre papier dans le dossier. L'email que vous avez envoyé à mon père 2 mois avant le vol, disant que vous vouliez dissoudre la société et récupérer votre investissement. Expliquez les retraits d'argent de votre compte personnel la semaine précédant le vol. Expliquez pourquoi vous êtes sur les caméras de la banque au moment exact où vous disiez que mon père y était. La procureure Davis se leva. Votre honneur, le parquet demande à ce que toutes les accusations contre James Lewis soient abandonnées. De plus, nous demandons l'arrestation immédiate de Vincent Crane pour vol, falsification de documents et faux témoignages. Le juge Harrison frappa du marteau, mais son visage était sombre. Monsieur Crane, levez-vous. Crane resta figé à sa place. 2 huissiers s'approchèrent de lui. J'avais besoin de cet argent, dit-il soudain, et sa voix était brisée. J'étais endetté. Beaucoup de gens. Des gens dangereux. James ne comprenait pas. Il voulait attendre, planifier, faire les choses correctement. Mais je n'avais pas le temps. Ils allaient me faire du mal. Détruire tout. Alors vous avez détruit sa vie, dit le juge, et il y avait de la colère froide dans sa voix. Vous avez trahi votre associé, votre ami. Falsifié des preuves. Menti sous serment. Et vous étiez prêt à laisser un homme innocent pourrir en prison. Crane baissa la tête. Les officiers mirent des menottes à ses poignets. Alors qu'il était emmené, il regarda une fois Naomi. Il n'y avait plus d'arrogance dans ses yeux. Juste la défaite et la honte. Le juge Harrison se tourna vers James Lewis. Monsieur Lewis, au nom de ce tribunal, je vous présente nos excuses pour ce que vous avez traversé. Les accusations portées contre vous sont totalement retirées. Vous êtes libre de partir. James ne bougea pas un instant. Puis, lentement, comme s'il ne croyait pas que c'était réel, il se leva. Ses yeux rencontrèrent ceux de Naomi à travers la salle. Et alors il courut. James traversa le couloir du tribunal en 3 grandes enjambées, ignorant les protocoles, ignorant les gardes, ignorant tout sauf sa fille. Il tomba à genoux devant elle et la prit dans ses bras si fort que Naomi avait du mal à respirer. Mais cela ne la dérangeait pas. Elle enfouit son visage dans son épaule et laissa enfin les larmes couler. « Tu l'as fait », murmura-t-il contre ses cheveux, sa voix brisée par l'émotion. « Ma fille brillante, courageuse et incroyable. Tu l'as fait. Je ne pouvais pas les laisser t'emmener, » sanglota Naomi. « Je ne pouvais pas. » Ils restèrent ainsi longtemps, ignorant les regards de tous dans la salle, ignorant le juge qui s'essuyait discrètement les yeux, ignorant la procureure Davis qui tournait le visage pour cacher un sourire. À cet instant, il n'y avait que 2. Père et fille. Ensemble à nouveau. Quand ils se séparèrent enfin, le juge Harrison frappa doucement du marteau. Cette séance est levée. Monsieur Lewis, les papiers pour votre libération complète seront prêts dans 1 heure. Mademoiselle Lewis. Il fit une pause, et quand il continua, sa voix était plus douce que tout ce que Naomi avait jamais entendu. Vous avez montré aujourd'hui un courage et une détermination que beaucoup d'adultes n'ont pas. Ce tribunal vous est redevable. Naomi hocha la tête, incapable de parler à travers ses larmes. La professeure Miller, qui était restée assise dans la galerie pendant toute l'audience, s'approcha d'eux, les yeux brillants. « Naomi, je suis tellement fier de toi. Tellement fier. » Même l'avocat Pierce, qui avait passé des semaines à essayer de convaincre James d'accepter un accord, vint lui serrer la main. « Je suis désolé, » dit-il simplement. « J'aurais dû te croire. J'aurais dû enquêter plus profondément. » James lui serra la main, mais ne dit rien. Certaines blessures mettraient du temps à guérir. 3 mois plus tard, la vie reprit lentement un semblant de normalité. James réussit à récupérer sa licence commerciale et commença à reconstruire l'entreprise, cette fois seul. Les clients qu'il avait abandonnés pendant le procès commencèrent à revenir, honteux d'avoir douté de lui. Certains s'excusèrent. D'autres revinrent simplement faire des affaires comme si rien ne s'était passé. Naomi retourna à l'école, mais elle était différente maintenant. Les enfants qui se moquaient d'elle, qu'il avait appelée « fille de voleur » dans les couloirs, la regardaient maintenant avec un mélange de respect et de malaise. Certains tentèrent de s'approcher, offrant une amitié tardive. Naomi fut polie,
mais prudente. Elle avait appris qu'il restait à ses côtés quand les choses devenaient difficiles. Un après-midi, elle était assise à la table de la cuisine, faisant ses devoirs de mathématiques, quand James entra et posa une enveloppe devant elle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en levant les yeux. « Ouvre-la. » À l'intérieur se trouvait un document légal. Naomi lut les mots attentivement, puis regarda son père, les yeux écarquillés. « Lewis est Docteur Construction. » James sourit, ce large sourire chaleureux qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. « Tu as sauvé tout ce que nous avons construit. Plus que ça, tu m'as sauvé. J'ai pensé qu'il serait approprié de le reconnaître officiellement. Quand tu seras plus grande, si tu le souhaites, il y a une place pour toi ici. Comme véritable associé. » Naomi sentit ses larmes piquer à nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de pure joie. « J'adorerais. » Ils s'embrassèrent, et Naomi pensa à combien tout avait changé. À combien elle avait changé. 3 mois plus tôt, elle n'était qu'une petite fille effrayée qui ne savait pas comment aider son père. Maintenant, elle comprenait que la taille ne détermine pas la force. Que l'âge ne détermine pas le courage. Que parfois, les personnes les plus improbables accomplissent les choses les plus extraordinaires. Au tribunal, lors d'une audience de sentence pour Vincent Crane, Naomi fut appelée à faire une déclaration d'impact. Elle se leva devant le même juge, dans le même tribunal, mais cette fois sans peur. « Monsieur Crane a failli détruire ma famille », commença-t-elle, sa voix claire et ferme. « Il a menti. Il a triché. Il était prêt à laisser un homme innocent aller en prison juste pour se protéger lui-même. Mais savez-vous ce qu'il a vraiment fait? Il m'a appris quelque chose d'important. » Elle regarda Crane, qui était assis, la tête basse, entre ses avocats. « Il m'a appris que les mauvaises personnes ne semblent pas mauvaises. Elles portent de beaux costumes et parlent avec des voix douces. Elles sourient et font semblant d'être vos amis. Mais quand vous regardez vraiment, quand vous cherchez la vérité derrière les mots, vous pouvez voir qui elles sont vraiment. Il m'a aussi appris que la justice ne se fait pas toute seule. Il faut se battre pour elle. Il faut avoir le courage de se lever, même quand tout le monde dit que vous avez tort. Même quand vous avez peur. » Elle fit une pause, rassemblant ses pensées. « Je ne suis pas heureuse que cela se soit produit. Je ne suis pas heureuse que mon père ait souffert. Mais je suis heureuse d'avoir découvert que je suis plus forte que je ne le pensais. Et j'espère que d'autres personnes verront cela et comprendront qu'elles le sont aussi. Peu importe à quel point vous êtes petit, jeune, ou combien les gens doutent de vous. Si vous avez la vérité de votre côté et le courage dans votre cœur, vous pouvez changer les choses. » Quand elle eut terminé, le silence dans la salle était respectueux. Le juge Harrison hocha lentement la tête. « Merci, mademoiselle Lewis. Vos paroles seront prises en compte dans la sentence. » Vincent Crane reçut 5 ans de prison pour vol, falsification et parjure. Il fut également condamné à verser une restitution complète à James, plus des dommages supplémentaires. L'argent aiderait à reconstruire l'entreprise, mais James en donna la moitié à un fonds de défense juridique pour les personnes accusées à tort. « Personne ne devrait passer par ce que j'ai vécu sans avoir les moyens de se défendre, » expliqua-t-il à Naomi. « Si nous pouvons aider ne serait-ce qu'une seule personne, cela en vaut la peine. » Naomi sourit. C'était le père qu'elle connaissait. Toujours penser aux autres, même après tout ce qu'il avait souffert. À l'école, la professeure Miller demanda à Naomi de partager son histoire avec la classe dans le cadre d'un projet sur le courage civique. Naomi hésita au début, mais accepta ensuite. Quand elle eut fini de raconter son histoire, une fille du dernier rang leva la main. Elle s'appelait Jessica, et elle était réservée, parlant rarement en classe. « Naomi, » dit-elle timidement, « tu n'avais pas peur qu'il ne te croie pas? Qu'au fond tu ne puisses pas prouver ?» Naomi y réfléchit. « J'avais très peur, » admit-elle. « Mais j'ai compris une chose. Avoir peur ne signifie pas que vous ne devez pas essayer. Cela signifie simplement que ce que vous faites est important. Si cela n'avait pas d'importance, vous n'auriez pas peur. Alors oui, j'étais terrifié. Mais mon père comptait plus que ma peur. » Cette nuit-là, à la maison, Naomi et James préparèrent le dîner ensemble pour la première fois depuis avant l'incarcération. Ils firent des spaghettis, la recette de la mère de Naomi qu'elle se souvenait à peine. Pendant qu'ils cuisinaient, ils parlèrent et rirent, et la cuisine se remplit d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec la cuisinière. « Papa, » dit Naomi en posant les assiettes sur la table. « Tu crois que les choses redeviendront comme avant ?» James resta silencieux un moment, réfléchissant attentivement à la question. « Non, » dit-il enfin. « Et je pense que c'est bien ainsi. Ce qui s'est passé nous a changés. Cela m'a fait voir qui sont mes vrais amis. Cela m'a fait apprécier chaque moment de liberté. Et cela t'a fait grandir d'une manière qu'aucun enfant ne devrait avoir à vivre, mais cela m'a rendu plus fier que je ne peux l'exprimer.
Il prit sa main à travers la table. Les choses ne redeviendront pas normales. Elles seront différentes. Mais différentes peut-être bien. Nous serons bien. Naomi serra sa main en retour et sut, au fond du cœur, qu'il avait raison. Les mois devinrent des années, et l'histoire de Naomi Lewis, la fille qui sauva son père, devint une légende locale. Mais pour Naomi, il ne s'agissait pas d'être une héroïne. Il s'agissait d'amour, de vérité, et de ne jamais abandonner ceux que l'on aime. Si vous avez été touché par cette histoire de courage et de détermination, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci.